Bonjour, rebonjour à tous. Je suis Cathy Casaligi, responsable de programme transition écologique à la CCI Nord-Isère. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui sont présents. Je vais passer la parole à Valérie Robin, du coup, qui va introduire cet événement. Bonsoir, au nom de la FQP Aura, je suis ravie de vous accueillir dans cet événement présentiel et hybride. Au nom du président Henri Niguet qui est connecté, je tenais également à remercier la CCI pour son accueil et aussi pour la co-organisation de cet événement. Donc sur un thème qui nous semble d'actualité, donc le thème de l'énergie. Et donc pour ça, je vais passer la parole à Cédric Foulet. Bonjour à tous et bienvenue à cette intervention sur l'énergie dans l'entreprise. Alors tout d'abord, je tenais à remercier la CCI et l'AFQP d'avoir organisé cet événement. Et moi, je me présente, donc, je suis Cédric Foulet, président de l'Audace Verte, conseil autour des procédés de l'environnement et de l'énergie. Alors, on va commencer la présentation. Voilà, ça défile bien, je pense. Cet événement, il va être en 3 temps. On va parler dans un premier temps de l'énergie dans l'entreprise pour poser les bases. Et puis, on va parler aussi de la problématique des rendements et de la transformation dans l'entreprise. Alors, attends juste. Ah, il va se refermer. Ici, voilà, super. Les problématiques de rendement et de transformation de l'énergie. Et on terminera par des exemples un peu plus concrets autour du juste besoin et du minimalisme industriel. Entre chaque passage, on pourra avoir un temps d'intervention et d'échange afin d'expliciter des points peut-être incompris ou complémentaires. Alors, commençons par l'énergie dans l'entreprise. Alors, on va essayer de se poser différentes questions. Qu'est-ce que l'énergie dans l'entreprise? Qui s'occupe de l'énergie dans l'entreprise, de sa gestion? Et est-ce que l'on trouve des entreprises sans énergie? Alors, on va commencer tout d'abord par expliciter en physique l'énergie, ce que c'est. C'est une grandeur qui mesure une capacité d'un système à modifier son état et à produire un travail. Alors, si on prenait l'exemple du bois que l'on fait passer dans un système avec du personnel et des machines pour fabriquer un produit qui serait un lit, on peut tout de suite voir que si au centre on a l'entreprise, eh bien l'entreprise devient en fait le gestionnaire d'énergie. Donc l'entreprise est, dans tout état de cause, un gestionnaire d'énergie, puisqu'elle ne fait que utiliser de l'énergie pour transformer une matière en un produit. Donc à partir de là, l'énergie devient un élément important, essentiel, et on va dire que sans cette énergie, l'entreprise ne peut pas créer de valeur, ne peut pas produire de valeur, ne peut pas créer une performance énergétique qui permettra d'avoir des produits avec de la valeur ajoutée. Alors, dans cette gestion de l'énergie dans l'entreprise, comment est-ce qu'elle s'organise? Tout d'abord, il va falloir approvisionner cette énergie, l'acheter. C'est souvent l'élément auquel on pense en premier. C'est comment on va acheter, comment on va mieux acheter l'énergie. Mais cette énergie, elle peut être transformée ou pas. On peut acheter de l'énergie brute, mais on peut aussi acheter des matières. L'aluminium, par exemple, est un métal qui est un métal extrêmement énergétique. Et quand on achète de l'aluminium, en gros, on achète de l'énergie. Donc, à partir de ce moment-là, il faut voir la structure globale de comment on importe l'énergie dans l'entreprise. On a aussi les services de ressources humaines qui gèrent l'emploi de compétences qui permettent d'utiliser cette énergie, de transformer l'énergie, d'utiliser les bonnes compétences au sein de l'entreprise pour travailler autour de l'énergie.
On met en place beaucoup de plans d'amélioration, alors souvent de production, mais c'est pour gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner des consommations ou améliorer des pertes. Et tout ça, souvent, découle de l'énergie globale de l'entreprise. Une fois qu'on a transformé, qu'on a mis de l'énergie dans une matière, que l'on a transformé un produit, qu'on a une matière en produit, et bien, du coup, il va falloir la vendre et bien la vendre. Donc, c'est extrêmement important dans cette gestion d'entreprise de savoir vendre la valeur ajoutée de cette énergie. Et il va falloir malheureusement, parce que toute utilisation d'énergie entraîne des problématiques, des pertes, des rendements, il va falloir gérer toute la problématique de l'énergie perdue. Cette énergie perdue, elle va se transformer en différents points, que ce soit des pollutions, des fuites, des accidents, de l'insécurité, et il va falloir avoir tout un plan de gestion autour de ça. Donc on voit autour de cette différente thématique de gestion de l'énergie dans l'entreprise qu'il faut mettre en place un management, mais un management global et un management qui concerne toute l'entreprise. Tous les services travaillent pour améliorer tous ces points qui tournent autour de l'énergie, que ce soit les ressources humaines, la comptabilité ou la maintenance ou la production. Donc, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a si peu de considération pour l'énergie dans la stratégie d'entreprise. Parce que quand on fait une stratégie d'entreprise, on pense aux produits qu'on va vendre, on pense aux matières qu'on va approvisionner, mais on pense très peu à la stratégie de comment on va utiliser l'énergie sur le court terme, mais aussi sur le long terme, comment on va dimensionner ces installations, comment on va utiliser des procédés, comment on va développer, comment on va faire de l'innovation sur les machines, sur les procédés, pour que cette énergie soit bien utilisée. Mais il y a différents éléments à ça. Et ces différents éléments, c'est parce que l'énergie aujourd'hui est devenue un bien usuel. C'est-à-dire que tout le monde ne comprendrait pas qu'en appuyant sur un interrupteur en rentrant dans une salle, l'énergie qui permet d'éclairer cette salle ne soit pas disponible. Donc, on ne pense plus à l'énergie, c'est normal qu'elle soit là, c'est un bien. Elle a pas mal d'apparence, l'énergie. Elle peut être matière, elle peut être fluide, elle peut être gaz. Et souvent, quand on parle d'énergie, on réduit la chose autour de l'électricité. Alors, l'électricité est certes un point important de l'énergie française, dû à la structuration de notre production autour du nucléaire, mais il y a pas mal d'autres énergies qui peuvent être bien plus locales, bien plus stockables ou bien plus utilisables dans des procédés ou pour l'entreprise. Et puis, sa présence et son abondance sont normales. Pour la plupart des gens, on est de génération où il est vraiment quasi normal de toujours avoir de l'énergie, de ne jamais avoir de coupure, d'avoir son abondance. Alors, sur ce point-là, aujourd'hui, ça commence dû à la géopolitique du moment, on en parle beaucoup. Bon, quand on a commencé à parler de faire cette conférence, la guerre en Ukraine n'était pas commencée, on n'en parlait pas, donc le sujet est certainement un peu plus intense aujourd'hui dans les entreprises, surtout celles qui utilisent des énergies qui ne sont pas locales, comme l'importation du gaz que l'on peut avoir de Russie. Donc, on voit bien qu'il va falloir travailler à reconnaître l'énergie dans l'entreprise, savoir quelles sont les sources d'énergie afin de sécuriser une présence de cette énergie dans une forme qui sera utile et dans des quantités qui seront suffisantes. Ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, il va falloir identifier quels sont les points énergétiques d'une entreprise, quelles sont les consommations et quels sont, je dirais, les approvisionnements qui sont énergétiques. Puisqu'aujourd'hui, on peut travailler, je reprends mon exemple de l'aluminium, on peut travailler de l'aluminium avec peut-être peu d'énergie, mais on a importé l'un des matériaux les plus énergétiques au monde, où il y a un besoin important d'énergie pour sa transformation. Donc, à partir de là, potentiellement, on peut avoir une rupture de matière extrêmement importante en cas de crise énergétique, qu'elle soit locale, mondiale, française ou autre. Donc,
on identifie potentiellement moins bien le fait que on est soumis à la crise de l'énergie d'une manière extrêmement importante. Alors, on va le voir avec la fluctuation des prix, mais on ne va peut-être pas identifier que cette fluctuation des prix est bien due à l'énergie. En ce moment, on est bien informé, la communication autour de ce sujet-là est importante. Et l'une des dernières questions, mais qui est assez importante, existe-t-il des entreprises sans énergie? Si on a compris la définition, si on a compris qu'on n'était que des transformateurs d'énergie, si on utilisait l'énergie en tant que telle, eh ben, il n'y a pas d'entreprise. Alors, le monde de l'entreprise s'est créé il y a quelques dizaines, centaines d'années, en même temps que le mot énergie s'est créé, puisqu'on n'a jamais, le mot énergie s'est créé en gros dans les années 1750 jusqu'à 1800. On n'a jamais utilisé le mot énergie avant et on n'était pas dans un système industriel. C'est au moment où l'énergie, le mot énergie s'est créé qu'on a commencé à apporter de l'introduction massive d'énergie pour faire de la transformation, qu'on a créé ce qu'on appelle l'industrie. Puisque avant il n'y avait pas de travail, c'était de la force. On n'utilisait que le mot force, il n'existait pas. Et ben sans énergie, il n'y a pas de transformation. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de valeur. S'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de produit. Donc il n'y a pas d'entreprise au sens où on le connaît aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise qui a de l'énergie, qui se donne l'énergie, c'est une entreprise qui pourra avoir une performance énergétique élevée. Et donc, une performance énergétique, ça ne veut pas dire qu'on utilise correctement l'énergie, ça veut dire qu'on est meilleur à utiliser l'énergie que l'on acquiert que la concurrence ou, on va dire, les autres entreprises qui sont dans le même secteur d'activité. Alors, c'est assez général pour expliquer que l'énergie, ça ne se résume pas à la facture EDF, ça ne se résume pas qu'à la facture GDF ou autres fournisseurs d'énergie avec des euros, mais ça se résume à pas mal de choses et de transformations qui vont se passer dans l'entreprise avec l'intégralité des fonctions support ou des fonctions de base qui sont afférentes à utiliser cette énergie et à donc créer de la valeur autour du produit pour le bien de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si là déjà il y a quelques questions autour de ça, s'il y a des interrogations, parce que c'est une partie beaucoup tournée autour du management et de la gestion de l'énergie dans l'entreprise elle-même. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Si on va passer à la suite. On va passer à la suite. Donc là, sur le sujet suivant, on va évoquer la suite, c'est toutes les problématiques de perte, de pollution, de rendement dues à la transformation de cette énergie en interne de l'entreprise. Alors, on utilise l'énergie dans différentes formes. On a à chaque opération des pertes, des irréversibilités dues au transfert, dues au rendement, et on a surtout des pollutions énergétiques. Alors, sont-elles obligatoires? C'est ce qu'on va essayer de répondre un petit peu, mais où on va poser surtout le contexte de résolution ou de comment mesurer ces points-là. Alors, pour savoir si on utilise la bonne forme d'énergie au bon moment et surtout en bonne quantité, on va prendre un exemple qui est par exemple la production d'eau chaude dans l'entreprise. Ça pourrait être à la maison, mais on va le prendre par exemple dans une entreprise. On a besoin de faire de l'eau chaude qu'elle peut être de process ou sanitaire. Eh ben, on peut réfléchir autour de ce contexte. C'est pourquoi ne produisons-nous pas cette énergie, cette eau chaude, grâce à des panneaux solaires thermiques, par exemple. Ça nous évite d'avoir un coefficient de transformation sur l'électricité. Le solaire, je prends cet exemple parce que je pense que toutes les entreprises aujourd'hui qui sont représentées reçoivent de l'énergie solaire sur leur entreprise. C'est moins courant d'avoir un ruisseau pour faire de l'hydroélectricité. On pourrait faire aussi du photovoltaïque. On pourrait faire du stockage en géothermie. On pourrait faire
de la ponction géothermique de température. On peut faire pas mal de choses, mais prenons le solaire parce que toute entreprise a à peu près un toit et toute entreprise reçoit du soleil dans la journée et toute entreprise a à peu près besoin d'avoir au moins un lavabo avec de l'eau chaude. Donc pourquoi ne pas le faire avec des panneaux solaires thermiques? Ça, c'est une première question. Ça permet de réduire et d'avoir une indépendance énergétique et surtout d'avoir un rendement qui est très important. Un panneau solaire thermique, c'est plus de 60% de rendement par rapport à la production d'électricité une fois amené avec ses pertes et la transformation après en eau chaude via une résistance qui est en gros à 30%, sans compter tout ce qu'il y a eu de pertes juste avant. Un autre point assez essentiel, c'est que dans une entreprise, par exemple, si on travaille 5 jours et qu'on fait de l'eau chaude, est-ce que toutes les entreprises stoppent les chauffe-eau durant le week-end? Est-ce que tout simplement on abaisse le disjoncteur, on a mis une horloge et qu'on ne produit pas d'eau chaude sanitaire pendant le week-end? Si le vendredi soir, si le samedi soir, on ne produit pas dans la nuit du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, si on fait ça en heure creuse ou si on a un système de production en nuit, pourquoi ne pas arrêter le chauffe-eau? Ça ne sert à rien de produire de l'eau chaude qui va se refroidir au cours de la journée et qui va simplement faire de la perte énergétique, une consommation qui ne servira à rien et qui ne pourra pas être transformée dans les utilités de la société. Alors ça, c'est un point important. C'est valable pour l'eau chaude, c'est valable pour beaucoup d'unités, c'est-à-dire que toute machine qui n'est pas utilisée durant le week-end, il suffit simplement de baisser le disjoncteur, à part si on doit maintenir un process, mais ça c'est un peu différent. Il y a beaucoup de consommateurs qui tournent durant le week-end, et ça c'est une réflexion qui est à mener au sein de l'entreprise. Autre point, c'est que si on a besoin d'eau chaude à un horaire précis, par exemple à 17 heures, pour par exemple des douches ou autres, pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire de produire l'eau chaude durant la nuit d'avant? Quand est-ce qu'on va utiliser, quand est-ce qu'on va produire l'utilité dont on a besoin via un vecteur énergétique comme l'électricité ou autre, trop en avance. Pendant tout le temps de stockage, on va perdre de l'énergie, on va chercher à isoler, on va chercher à compenser l'énergie, mais pourtant, il suffirait juste de produire quand on a besoin l'énergie. Si on en a besoin à 17 heures, le chauffe-eau se mettant en route peut-être à 15 heures ou à 13 heures, on a l'eau chaude qui arrive à la bonne heure et on l'utilise. Et après, on n'a pas besoin de faire de stockage de cette eau chaude. Le stockage d'énergie, même si on parle beaucoup de stockage, le stockage d'énergie a forcément un rendement, c'est forcément une perte. Donc, le rendement énergétique est forcément inférieur à 1. Donc, on va devoir gérer des pertes et donc un coût financier pour la société. Si on a besoin d'eau chaude de process, si on a besoin d'eau chaude sanitaire, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas les décentraliser? Parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes besoins de régulation, on n'a pas besoin du même timing, on n'a pas besoin des mêmes réseaux, et transporter de l'eau chaude sur des longues distances, par exemple, ça peut être très, très énergivore, on peut avoir des problématiques de fuite, ça peut coûter de la maintenance, ça peut coûter pas mal d'argent. Après, il y a un sujet, c'est que si on a besoin d'eau chaude dans le process, peut-être qu'une fois cette eau chaude utilisée, si elle n'a plus d'utilité à l'intérieur de l'entreprise, on peut peut-être mettre un échangeur et là produire l'eau chaude sanitaire, on va dire entre guillemets gratuitement, par une récupération de chaleur. La récupération de chaleur, elle peut se faire à petit niveau ou à grand niveau. Ce n'est pas la peine d'avoir à alimenter un réseau de chaleur d'une ville entière pour faire de la récupération de chaleur sur ces points-là. Sachant que la récupération de chaleur, c'est quelque chose d'extrêmement connu, d'extrêmement simple à mettre en œuvre en interne d'une entreprise. Et puis après, il y a tout ce qui est les qualités de régulation. Parce que la qualité de régulation, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une qualité de régulation pour certaines choses de 60 degrés à plus ou moins 0,5 ou 180 degrés à plus ou moins 1 degré? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les barrières et donc du coup avoir une meilleure stabilité de la production et ne pas consommer en quantité importante l'énergie simplement pour avoir à réguler un procédé et affiner au lieu d'utilisation cette température, cette pression,
cette utilité. Je prendrai par exemple l'exemple de l'air comprimé. On va produire l'air comprimé, on va avoir des gros compresseurs, on va avoir un point de rosée durant le transport, il va falloir faire très attention de ne pas réhumidifier l'air ou de l'humidifier. Et dans l'utilisation finale, souvent, on est obligé de remettre des filtres, de remettre des choses qui vont coûter. On peut aussi produire localement simplement la bonne quantité d'air comprimé à la bonne qualité. La qualité laboratoire, la qualité pour refaire du décolmatage en filtration, la qualité pour faire tourner des outils à air comprimé, et donc découpler ces productions d'énergie qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes rendements, et qui vont demander beaucoup plus d'infrastructures que de produire en séparant toutes les données et de décentraliser ces choses-là. Donc là, il faut comprendre qu'il y a une grosse démarche à faire autour de la forme, autour de la quantité, autour du moment et du lieu où va être appliquée cette énergie. Et cela, on peut le faire pour toutes les fonctions à l'intérieur de l'entreprise. Et en réfléchissant à ce découpage, à cette bonne forme et à la meilleure utilisation, on applique des grandes diminutions d'énergie utiles ou surtout inutiles, en fait, qui vont être enlevées de tout ce qui est la consommation de l'entreprise. Si on centralise cette énergie, on voit bien qu'il va falloir réaliser des transferts, va falloir réaliser des modifications, des rendements énergétiques. Et donc, à chaque transfert, c'est pertes et à chaque rendement, c'est irréversibilité. C'est simple, chaque fois qu'on fait des transferts, on va être confronté à des fuites. Du surdimensionnement, souvent, c'est de la non-qualité ou de la difficulté de qualité de maintenir cette énergie, qu'elle soit électrique, puisque les pertes, ce n'est pas simplement sur du fluide. Plus on produit l'électricité, plus on la met dans des câbles loin des applications, plus on a à gérer des pertes. Les pertes en courant alternatif, qu'ils soient à 1%, à 3%, ou en courant continu avec des pourcentages bien plus élevés. Ça va donner des coûts de maintenance importants parce qu'il va falloir vérifier. Généralement, si on est sur un transfert énergétique, on va avoir des problèmes de fixation, que ce soit autour de l'électricité avec les armoires électriques où il va falloir vérifier les serrages, autour des pipes où il va falloir vérifier les étanchéités au niveau des connexions, que ce soit pour de l'air comprimé où il va falloir changer des utilités, avoir un coût de maintenance important. Et puis souvent, on crée une transformation de l'énergie. C'est-à-dire que, comme pour l'air comprimé expliqué avant, la qualité produite, une fois transférée, ne sera plus la même 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre après dans certaines typologies d'usines. Et donc, du coup, il va falloir qu'on remette à qualité le fluide qui aura été créé et on va encore devoir utiliser de l'énergie. On va encore devoir mettre du contrôle data et donc on va devoir mettre de la sécurité autour de l'installation industrielle. Et cette sécurité, elle a un coût énergétique et elle a un coût tout court de sécurité puisque chaque fois qu'on transporte de l'énergie, c'est quelque chose qui est dangereux. À chaque fois que l'énergie va s'échapper, il suffit qu'il y ait la rupture d'un flexible hydraulique puisqu'on utilise souvent de l'hydraulique dans des mouvements assez intenses, et c'est un risque important d'accident du travail. Et puis, tout ce qui est rendement. À chaque fois qu'on va faire des transformations, dans les rendements, on a ce qu'on appelle les irréversibilités. On va avoir des échauffements, c'est-à-dire qu'on ne récupérera jamais cette énergie. On va avoir des pollutions, ça peut être des frottements, donc des morceaux de métaux du roulement qui vont se mettre dans les tuyauteries, qui vont polluer toute la tuyauterie. Ça peut être aussi que si on a mal dimensionné nos câbles et qu'on tire trop en termes d'électricité, on va avoir une diminution de la section du câble, une rupture, un risque d'incendie. Donc, ça veut dire beaucoup de surveillance et beaucoup de pollution parce que un échauffement aussi va pouvoir créer un incendie qui va donc être dangereux pour l'atmosphère des employés. Pour tout ça, il va falloir gérer beaucoup de données. Il va falloir faire
une espèce de big data dans l'entreprise pour être sûr que on a bien vu que tout allait bien et autres. Mais cette gestion des données, on le verra plus tard, est cruciale, mais en même temps est destructrice d'énergie. Plus on monitorise une énergie, et plus elle devient complexe à suivre, et plus elle consomme elle-même d'énergie. Et puis, tous ces rendements, tous ces transferts ne font que accélérer une usure, ne font que provoquer de l'usure. Si on produit l'air comprimé au lieu où on va l'utiliser, on n'a pas de tuyaux, on n'a pas d'usure de tuyaux, on n'a pas de fuite, on n'a pas de gestion, on n'a pas de surveillance, on a plein d'amélioration des fuites, on n'a pas besoin d'un prestataire externe pour gérer les fuites, puisqu'il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de transfert. Et à partir de ce moment-là, on comprend que dans les sociétés, on a beaucoup centralisé la production d'énergie, mais décentralisé ou relocalisé en interne même de l'entreprise, ça peut être très intéressant autour de ces solutions. On voit qu'autour de tout ça, que l'on soit sur une matière, que l'on soit sur une machine, rendent le moyen de production local, le moyen de transformation local, on minimise les transferts, on minimise les rendements et du coup, on maximise l'utilisation énergétique dans le procédé. Et puis, lorsque ça n'est pas possible, parce que toute utilisation énergétique va avoir des pertes, des irréversibilités, des autres, on peut toujours utiliser ces choses-là d'un côté positif. Il est très connu que, par exemple, pour la production d'air comprimé, on va faire de la récupération de chaleur fatale. On va, par exemple, si on a une extraction d'air sur un process chaud, on peut très bien faire un échangeur air-air, un échangeur air-eau, et on va récupérer de l'énergie. Alors, peut-être qu'on n'en a pas besoin localement, mais simplement chauffer l'atelier, simplement rapporter du confort dans la société, c'est intéressant. Et à partir de ce moment-là, si on récupère des pertes, souvent, on diminue la pollution environnementale, puisque les pertes vont se retrouver dans l'environnement, à chauffer les oiseaux ou autres, donc on modifie son milieu. C'est ce qui est fait par exemple dans une des images que l'on voit, c'est sur les data centers. Depuis quelques temps, on récupère la chaleur des data centers alors le but était de refroidir ces data centers pour qu'ils fonctionnent mieux, mais on récupère cette chaleur, par exemple, pour chauffer les bureaux administratifs des locaux. Ça permet d'améliorer le procédé et d'éviter d'installer un système de chauffage dans la partie tertiaire des locaux. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, c'est évident, mais souvent, lorsqu'on a des procédés en interne ou lorsqu'on a besoin de chaleur, il y a beaucoup d'endroits où dans la société, on a des consommations et des pertes de chaleur. Donc, il faut essayer de les ramener. On pourrait parler aussi de la conception des bâtiments autour de ça, hein, c'est-à-dire la structure de hauteur, de ramener les plafonds, de minimiser les volumes et autres. Et tout ça, c'est la gestion de l'énergie. Par contre, on ne travaille pas directement sur l'énergie. Et ça, c'est un point important à comprendre dans toute cette compréhension énergétique. Donc, du coup, on va appliquer des techniques bien connues depuis très, très longtemps. Hein. C'est les gaspillages, la technique du gaspillage, du lean manufacturing. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du lean energy, qui est l'application pure et dure de la même chose, hein, des gaspillages globaux que l'on peut retrouver autour de l'énergie, hein, puisque l'utilisation d'une machine implique des pertes. Le transport énergétique implique des rejets. Donc, à tout moment, il va falloir lutter contre tous ces points, que ce soit des mouvements inutiles, des temps d'attente, des défauts, des surqualités, des surproductions, des surstockages. Enfin, tout ce qu'on a appliqué pour la gestion de production, on peut l'appliquer pour l'énergie. Et fréquemment, on va faire des améliorations de procédés, de production, qui ne sont pas guidés par l'énergie, mais qui, du coup, favorisent le gain énergétique. Et puis, ces différents points sont importants lorsque l'on sait identifier l'énergie. Hein, c'est ce qu'on a vu au tout début.
si on pense que l'énergie, c'est l'électricité, l'air comprimé, l'hydraulique, le gaz dans l'entreprise, à partir de ce moment-là, on va faire très peu d'économies et la plupart des économies qu'on va faire, c'est en cherchant des fuites et en diminuant son coût d'achat. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Alors, est-ce qu'on pourrait minimiser le nombre de machines? Est-ce qu'on pourrait éviter les transports dans l'entreprise? Ça, c'est tout ce qu'on a commencé à évoquer dans la décentralisation de la production d'énergie et d'utiliser surtout la bonne et la juste énergie. Ça, c'est le point global qu'il faut travailler. Avant de passer à la suite, parce que je parle beaucoup, je parle vite, est-ce que vous avez quelques questions? N'hésitez pas, même si ça ne vous inspire ou vous inspire peu ou vous inspire beaucoup, c'est dans l'échange. Local. Alors, on va investir un nouvel appareil, mais on aura un retour sur le gain d'énergie au bout de. Alors, sur le gain de. Ouais, alors il est demandé est-ce qu'on a des retours sur le gain que ça peut faire de décentraliser, par exemple, une production d'air comprimé par rapport à l'avoir en centralisé. Le point important, c'est que l'addition des investissements qu'on va faire, par exemple, pour faire de l'air laboratoire, de l'air de décolmatage, de l'air d'outillage, dans une même société, au lieu de produire en un seul lieu une qualité d'air suffisante pour l'ensemble, une quantité et une qualité d'air suffisante pour l'ensemble, l'investissement va être supérieur. Par contre, on va pouvoir, comme je l'ai dit au tout début, ne produire que la bonne quantité au bon moment. Le laboratoire ne va peut-être, par exemple, avoir besoin de cet air pour des analyseurs très spécifiques que 2 fois par jour sur une toute petite quantité, mais une air qui coûte très cher à produire. Pareil pour le décolmatage, on va le produire à certains moments et lorsque les outillages ne tournent pas, voilà. Et c'est sur les temps d'utilisation, les quantités d'utilisation et l'énergie mise en jeu pour ça, on va énormément gagner. En gros, on va surpayer de 10 à 20% le prix de l'installation et on va économiser entre 50 et 60% de l'énergie puisqu'on va faire des petites transformations derrière. Et on va surtout éviter beaucoup de transferts. Et alors là, ça dépend vraiment de chaque société. Mais on sait que si on a moins de 10% de fuite en air comprimé dans une société, on est déjà très bien. Donc 10% déjà de quelque chose qui a été produit pour rien, c'est déjà beaucoup trop. Donc voilà, l'ordre d'idée, c'est on va mettre plus d'investissement au démarrage, mais on va mieux qualifier les applications et mieux qualifier les quantités et les temps d'utilisation. On va aussi pouvoir, parce que ça c'est très important, pour pouvoir éteindre quelque chose, il faut qu'il soit séparé. Si on ne met pas tout sur la même ligne, on n'a pas besoin. Si le week-end, on a besoin de laisser l'air comprimé en route parce qu'on a des filtres qui tournent et qu'il faut qu'ils soient décolmatés tout le week-end, ça peut arriver. C'est un peu dommage de fabriquer autant d'air comprimé parce qu'on sera sur le même groupe que ce qu'on aurait besoin si tous les outillages tournaient, si les labos tournaient, si d'autres applications de soufflage tournaient. Voilà, donc souvent, on va gagner sur le temps et la juste utilisation de ces points-là. Là, on va parler un petit peu plus de choses qui s'appliquent dans l'industrie, qui ne sont pas fréquentes à rencontrer. C'est le juste besoin et le minimalisme industriel. Alors, le minimalisme industriel, c'est un petit peu quelque chose que j'ai conçu au fil des années pour consommer un petit peu la bonne énergie, pour savoir et identifier les bons gains énergétiques dans l'entreprise et puis surtout avoir une sécurité énergétique, avoir les clés de sécurisation de l'énergie dans l'entreprise. Alors, on va parler d'exemples
parce que c'est des exemples qui existent dans de nombreux endroits et qui fonctionnent très bien. On va prendre le premier exemple, c'est la photo que vous avez en haut avec un toit blanc et des dômes de lumière. Alors, cette peinture est une peinture isolante qui permet de ne pas réchauffer le bâtiment, et en plein été, ça ne va pas vous donner une climatisation, mais ça va vous faire gagner quelques degrés, les degrés qui sont très importants pour ne pas avoir à allumer des systèmes de climatisation ou de gestion de la température à l'intérieur des bâtiments pour que l'environnement de travail soit considéré viable pour les employés. Et souvent, ça permet de faire un gap très important. Alors, il faudra certainement avoir quand même l'investissement d'avoir des systèmes peut-être de climatisation et autres nécessaires pour certains postes de travail. Mais ça veut dire que peut-être on ne devra les allumer que durant la période du 15 juin au 15 septembre, et toute la période avant ou toute la période après où il commence à faire chaud ou autre, eh ben, on va ne pas avoir à les utiliser. Durant la période chaude aussi, on va minimiser, et si on minimise l'utilisation de ces systèmes, on va avoir deux choses qui sont importantes et là qui vont faire beaucoup de gains pour l'entreprise. C'est qu'on va pouvoir installer des systèmes beaucoup plus petits et beaucoup moins énergivores. Et souvent, quand on est beaucoup plus petit et beaucoup moins énergivore, on a beaucoup moins de temps de maintenance, de coûts de maintenance, et on est beaucoup moins attentif et problématique par rapport à ça. Un système de climatisation qui tomberait en panne dans un lieu surchauffé parce que rien n'a été mis en place, ça veut dire qu'on arrête la production. Alors que peut-être que là, le système peut tomber en panne, mais l'ambiance de travail est encore acceptable pour que les employés puissent continuer à être dans des bonnes conditions. Dans ce toit, on voit aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est les puits de lumière. Aujourd'hui, on met et on allume les LED, même si elles ne consomment pas beaucoup, en continu dans la plupart des ateliers, des entrepôts, et au mieux de concentrer cet éclairage sur des postes de travail où la lumière est essentielle. Mais la plupart des éclairages par des pluies de lumière naturelles sont très efficaces. Il peut y avoir des loupes qui permettent d'augmenter cette luminosité, on peut ouvrir, et donc à partir de là, on a, parce que c'est un réflexe, en tout cas c'est un réflexe à moi, je suis plus en forme l'été quand je vois le soleil que quand je me vois, par exemple. C'est pareil à l'entreprise, lorsqu'on peut être éclairé avec la lumière naturelle, c'est beaucoup plus facile pour les employés d'être, on va dire, efficaces au travail, efficients au travail. Et derrière, ça permet d'économiser quand même un certain nombre de kilowattheures. Alors certes, les plans d'installation de LED font que on ne joue pas sur des grosses quantités, mais par contre, on peut jouer sur un nombre d'éclairages. Et là, jouer sur un nombre d'éclairages, c'est un investissement important que l'on peut peut-être diminuer. Ça dépend si on travaille en 3/8, en un poste, voilà. Ça, c'est aussi afférent à l'entreprise. Le deuxième que l'on peut voir, c'est aussi sur un toit. Et par rapport à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des panneaux solaires photovoltaïques, ce ne sont pas des panneaux solaires thermiques pour faire de l'eau chaude, ce sont des panneaux solaires aérovoltaïques. C'est-à-dire que là, on va chauffer de l'air chaud derrière une vitre. Alors, n'importe quelle vitre, et on est bien placé à la CCI pour le savoir, on a mis des vitres partout, et chaque mètre carré de vitre, c'est 2000 watts de chauffage. Et ça, c'est très bien en hiver, mais là, dans la période de cette semaine, c'est moins bien. Ça va commencer à être compliqué. Alors, du coup, on peut utiliser cette technique, cette technologie très, très facilement. C'est-à-dire que même s'il fait moins 10 dehors en hiver, à partir du moment où le soleil se monte, l'air intérieur va être chauffé entre 50 et 60 degrés. On peut, grâce à une ventilation qu'on va appeler au fil du soleil, en mettant simplement des petits panneaux solaires photovoltaïques qui vont envoyer une tension immédiate, on va pouvoir diriger cet air chaud à l'intérieur du bâtiment et donc diminuer toute la pression
qu'on pourrait avoir à faire par le système de chauffage pour maintenir une température travaillable. Et donc, cet air, on va éviter de l'importer n'importe comment, parce que comme là, on est sur quelque chose qui est d'une énergie gratuite, qui est le soleil, on va essayer de l'économiser bien par rapport à quand on a du gaz. On ne va pas mettre des souffleries à 3 mètres de haut, on va mettre des souffleries au pied, au sol, voire même dans les matériaux pour créer une inertie. Pour que l'air chaud qui est apporté, dans une température 50-60 degrés qui est importante, puisse permettre de chauffer des masses inertielles, parce que souvent il y a des dalles béton, on va chauffer les dalles béton pour permettre d'avoir une sensation de chaud qui est comme un sol chauffant à la maison. Et ça va apporter de l'énergie en direct et ça va pouvoir avoir un déphasage pour l'équipe qui terminerait à 21h ou à 22h. Voilà. Ça ne va pas empêcher d'avoir un système de chauffage, encore une fois, mais ça veut dire que pendant quelques heures, 5, 6, 7 heures dans la journée, le chauffage ne va pas se mettre en route. C'est des économies extrêmement importantes en termes d'énergie directe, de consommation énergétique, si c'est du gaz, du fuel ou de l'électricité, mais surtout, comme on va faire la maintenance avec un nombre d'heures de fonctionnement, on va diminuer potentiellement par 2 la maintenance autour de ces appareils. Et ça, c'est extrêmement important. On peut aussi utiliser ces systèmes en été. Si vous avez besoin de sécher dans vos procédés des choses, si voilà, il y a sécher de la peinture, sécher des choses, on pourrait l'utiliser. Mais un des points qui peut être très, très intéressant, c'est aussi sur les parois des entreprises. Souvent, c'est du bardage. Si on met ce système sur le niveau du bardage, on crée un frein à ce que le soleil réchauffe l'intérieur du bâtiment. On fait créer une lame d'air et on crée un tunnel d'air qui va permettre de climatiser l'entreprise ou en prenant l'air de l'entreprise, il va se réchauffer dans ces panneaux et on va faire sortir cet air chaud à l'extérieur. Ça va permettre d'éviter de réchauffer le bâtiment, de créer un courant d'air à l'intérieur et donc de créer comme un puits canadien, mais local, non enterré. Le puits canadien, c'est aussi une solution très, très intéressante qui pourrait être utilisée dans ces systèmes de ventilation et puis surtout qui pourrait être utilisé avec un système de ventilation au fil du soleil. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait chaud, c'est parce qu'il y a du soleil. Donc, s'il y a du soleil et qu'on met des ventilations, des moteurs tournants grâce à l'énergie directe du soleil en photovoltaïque, on ventile le bâtiment, on va dire presque gratuitement. Il y a juste l'investissement des matières. Mais souvent, pour ventiler un bâtiment, on va mettre des ventilateurs, on va le faire tout de même. Donc, on peut directement, la ventilation, c'est quelque chose qui se fait extrêmement facilement avec de l'énergie solaire. Alors, je parle du solaire encore une fois parce que toutes les entreprises d'ici sont touchées par le solaire. Si vous avez la chance qu'il y ait une rivière souterraine qui passe en dessous de votre usine, vous pouvez faire des demandes et utiliser une génératrice hydroélectrique. Ça a été beaucoup fait il y a quelques années. Je suis passé dans une entreprise qui produisait de l'aluminium assez connue. Saint-Jean-de-Maurienne, par exemple, avait ses propres génératrices pour utiliser à la production de l'aluminium. Les électro-intensifs sont beaucoup en proximité de cette typologie de production énergétique. Bon, c'est pas tout le monde qui a une rivière qui passe sous l'usine. C'est pas tout le monde qui peut avoir une nappe phréatique où on peut faire de la géothermie. C'est pas tout le monde qui, voilà, mais il existe différentes solutions. Par contre, tout à l'heure, on a parlé des choses et là, la troisième, c'est tous les capteurs qui existent de pression de température pour éviter que l'énergie s'enfuit, pour bien gérer cette énergie. Plus on en rajoute des capteurs, plus on stocke de la donnée et moins on la regarde. Donc, une fois qu'elle est stockée, ça coûte de l'énergie. On ne s'en sert pas et chaque capteur consomme de l'énergie. La chose importante, c'est de faire comme pour des stocks de pièces de rechange ou de stocks de pièces. Si pendant 1 an, on ne s'en est pas servi, c'est qu'il y a peu de chances qu'on s'en serve, à part si c'est un système de sécurité demandé par l'État. Mais ça veut dire que le capteur ne sert à rien dans le procédé. On peut l'enlever, il économisera du temps, il économisera peut-être des calibrations,
des coûts de maintenance, pas mal de choses. Et ça, c'est une grande économie aussi. Il faut monitorer, mais surtout monitorer justement les choses. Je vous parlais brièvement du minimalisme industriel. Alors, le minimalisme industriel, c'est le fait de compter toute l'énergie qui rentre dans une entreprise, qu'elle soit en matière ou en énergie, et de savoir où est-ce qu'elle est transférée, dans le produit, dans une pollution ou dans l'insécurité, dans les problèmes de sécurité autour de ces fuites et autres. À partir de là, on va pouvoir monitorer pour de vrai une pollution et ne pas lutter contre une pollution par un nouvel outil de mise en place de ce captage de cette pollution, par exemple si c'est des poussières, de capter les poussières, mais de comprendre pourquoi, lorsqu'on a utilisé l'énergie pour faire un métier, on a créé de la poussière. Diminuer cette poussière, la capter à la source, rendre plus effective, efficiente l'utilisation de cette énergie dans le procédé va permettre de diminuer la pollution. Il y a un ratio qui est extrêmement important, c'est qu'à chaque pollution environnementale, on peut lui mettre le coût énergétique de cette pollution. Et donc, comme on ne l'a pas transféré au produit, à partir de là, c'est forcément une perte. Donc, toute lutte contre une pollution environnementale peut être de facto actée contre une recherche d'un gain énergétique au sein du procédé. C'est un dysfonctionnement, entre guillemets. Et puis, tout ce qui est l'insécurité, c'est-à-dire que il y a des accidents du travail, il y a des problématiques de pollution, mais on va dire pour les employés ou même pour la population environnante d'une société. Là, ça a un coût. Et là, en allant chercher la perte énergétique et pour la passer dans le produit, on va avoir un énorme gain par derrière et on va avoir surtout une sécurité industrielle et on va mieux gérer tout ce qui est le risque industriel. Le risque industriel est très connu pour plutôt les entreprises qui sont classées ICPE jusqu'à Seveso seuil haut, où on fait beaucoup d'études autour de ça. Mais dans toutes les entreprises, le risque industriel peut exister à partir du moment où on utilise mal l'énergie. On pourrait imaginer qu'il y ait une problématique d'explosion interne d'une bonbonne, de quelque chose qui crée une pollution. Et ça, si on a mal géré la chose, c'est parce qu'on a mal utilisé l'énergie. Et peut-être que cette bonbonne, cette ressource, ce stockage n'était peut-être pas utile si on le fait localement et comment. Mais il faut se déprogrammer de tout ce qu'on a vu ces dernières années avec une énergie abondante, avec tout plein de facilités de cette énergie que l'on veut stocker, utiliser dans tout plein de formes et revenir sur des énergies qui ont le minimum de transformation et de rendement. Donc je dirais que à partir du moment où on a différentes clés qui sont ce que représente l'énergie, l'utilisation de la bonne énergie, l'utilisation de de la bonne quantité énergétique, que l'on sait mesurer sa vraie performance de transformation et pas simplement de savoir ce qui rentre en termes de kilowattheure. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qui rentre en termes de kilowattheure et ce qui est consommé localement, parce qu'on peut ici identifier beaucoup de pertes. Il y a énormément de pertes dans les transferts. Et à partir du moment où on sait diagnostiquer tout ce qui est le risque énergétique, qui soit environnemental et autres, et donc c'est du risque industriel pour la société, on a toutes les clés pour mettre en place un plan de gestion autour de l'énergie qui va nous permettre de simplifier, d'améliorer, de prévoir, de mieux consommer et surtout d'économiser cette ressource qui est la force de l'entreprise. Et là, je m'efforce parce que c'est le terme premier que les hommes ont créé pour dire l'énergie. On utilisait la force des animaux, on utilisait la force de l'eau, on utilisait la force du vent, on n'utilisait pas l'énergie. L'énergie, c'est un concept qui est arrivé par la suite lorsqu'on a introduit le concept de travail et toutes ces transformations. Voilà ce que je pouvais dire autour de tout ce qui est des gains autour de l'énergie, qui ne sont pas forcément basés sur l'énergie,
mais qui sont toute ce management, cette gestion et tous les périphériques de l'énergie. Merci à vous. Avez-vous des questions? Alors, quel a été le gain? La question est quel a été le gain chiffré pour des entreprises qui ont mis, in fine, qui ont adopté ce type de choses. Alors, moi, par le passé, j'ai travaillé sur différents sujets. Par exemple, le transport de peinture dans les ateliers de peinture de voitures. On transportait par air comprimé la poudre de peinture avec des quantités d'air utilisées extrêmement importantes. Et donc, on a rendu local le transport de poudre avec des tuyaux beaucoup plus petits et donc des quantités d'air bien moins importantes pour transporter des volumes plus importants. L'économie énergétique a été de 70% sur ces transports. Pourquoi? Parce qu'on produisait beaucoup moins d'air comprimé, on avait beaucoup moins de pertes et on avait beaucoup moins d'usure. Parce que transporter de la poudre, en l'occurrence, avait peu de poudre dans de l'air comprimé, on avait énormément d'usure de tuyaux. Autre point, donc là, voilà, c'est un gain énorme, c'est un gain qui a donné lieu d'ailleurs à un brevet sur le sujet, parce qu'on a considéré que c'était un progrès. Un autre aspect, par exemple, c'est plutôt à partir du moment où on utilise de l'énergie sur un procédé qui est par exemple comme un four, c'est d'essayer de faire des boucles de température dans un four pour réutiliser la chaleur qui en est extraite. Pour différents points, par exemple, de réutiliser la chaleur en préchauffage des brûleurs, d'utiliser la chaleur pour la mixer avec un apport d'oxygène important pour que cette chaleur explose encore et crée des filtres permettant de détruire les particules. C'est aussi d'utiliser cette chaleur avec des refroidissements extrêmement rapides pour utiliser la récupération de chaleur pour le process de l'entreprise, mais aussi parce que lorsque l'on ne descend pas une chaleur lentement, on ne crée pas tout plein de phénomènes de pollution. Donc, c'est pour améliorer la pollution. Sur un four, on considère qu'on est entre 20 et 30% d'économie énergétique à partir du moment où on crée des boucles de réutilisation. Donc, on peut ne pas arriver à consommer moins, on va dire, dans le four, mais on peut, par exemple, utiliser mieux l'énergie qui en ressort ou au moins en faire profiter un certain nombre d'ateliers. Pour le coup, on peut chauffer les postes de travail des employés, on peut réutiliser de la chaleur pour faire de l'eau chaude, comme je parlais. Enfin, voilà, il y a tout plein de boucles qui sont à considérer. La chaleur, c'est extrêmement évident. À partir du moment où vous avez des procédés de chaleur, il y a énormément d'évidence locale et à petite température comme à grande température. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelque chose à 40 degrés, vous allez faire des économies qui vont se chiffrer entre 10 et 20%. Si vous avez des grosses températures qui sont supérieures à 600, 700 degrés, là, c'est encore d'autres technologies qui vont demander potentiellement des investissements, mais là, vous allez avoir des gains entre 20 et 40%. Il faut aussi avoir les budgets d'investissement, mais souvent, il faut bien comprendre que cet investissement sur le temps, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les solutions d'ingénierie autour de la récupération de chaleur, aujourd'hui, ne se mettent plus en place en tant qu'investissement. Ils se mettent en place en tant avec un porteur de projet financier qui permet d'amener l'argent pour pouvoir le mettre en place, parce que le gain se fait au cours de la vie et souvent autour de la demi-vie. C'est-à-dire quelque chose qui a une durée de vie de 20 ans, à 10 ans, on est rentable. Donc, de repenser l'entreprise de demain avec l'énergie au centre de tout. Si on a compris qu'on n'était que des transformateurs d'énergie, si on ne faisait que de transformer de l'énergie, on est obligé de remettre l'énergie au centre du problème.
sachant que l'énergie fait partie de l'environnement, on remet aussi l'environnement au centre du problème. Et à partir de ce moment-là, on ne fait que mettre en place des sujets autour de l'énergie. Alors, on peut le voir que d'un point de vue financier, hein, les futures augmentations que l'on va avoir ne sont pas celles annoncées, elles sont bien pires que celles annoncées. Hein. Faut être très clair. Pourquoi? Parce qu'on a une double contrainte, c'est-à-dire une contrainte de disponibilité énergétique et une contrainte climatique qui vont s'additionner. On va dire que quand on met 2 x 2, hein, ça va aller vite. Et en plus, on est dans un pays où on a quand même la chance de payer peu cher l'énergie par rapport à d'autres. Et on va devoir avoir des montées du coût énergétique qui sont importantes. Donc, pour limiter ça, la seule façon qui va être, c'est de mieux gérer son énergie et de faire de ce qu'on appelle de la low énergie, hein, du minimalisme énergétique et de consommer exactement ce que l'on a besoin pour le produit que l'on veut faire et ne pas faire de la surqualité, ce que l'on ne voyait pas avant parce que les coûts énergétiques étaient bien plus bas. Je pense que les entreprises, depuis le début de l'année, ont bien vu que les coûts énergétiques augmentaient. Mais il y a les coûts directs et il y a les coûts indirects qui sont extrêmement importants et ça joue beaucoup sur les procédés. Ouais, ben ça, la hausse de l'électricité, l'Allemagne est très spécifique hein, dans le domaine européen, c'est-à-dire qu'ils vont subir des hausses dues au gaz. Et puis surtout, ils ont mis en place des énergies renouvelables sans un stockage et surtout, ils ne l'ont pas fait localement. Ils ont beaucoup fait ça par zone et le transport de l'énergie étant cher, il va falloir consommer cette énergie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, pendant le Covid, ils ont demandé aux entreprises de réouvrir pour consommer l'énergie pour éviter un blackout total. Et donc, ils payaient les entreprises pour consommer de l'énergie. Là, on était un peu à l'inverse du système. Ouais. Alors ça, les réseaux de chaleur via des entreprises qui seraient donc la personne, je ne sais pas si on entendait, qui est de Veolia là, sur l'utilisation de l'incinérateur, qu'on appelle plus incinérateur d'ailleurs, hein, vous le précisiez, hein, donc unité de valorisation énergétique. Oui, on n'utilise pas beaucoup les boucles locales, on n'utilise pas beaucoup la collaboration entre sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait, quelqu'un qui pourrait créer un réseau de chaleur, il faudrait peut-être s'installer à côté s'il y a une personne qui a besoin de chaleur et que cette personne n'a pas besoin de chaleur. On voit beaucoup de choses autour de ça, hein, dans les électro-intensifs, domaine dont je viens, de la métallurgie. On a une société comme Ugitech à Ugine qui a récupéré la chaleur, qui n'en avait pas besoin, c'est sorti, mais qui permet de diminuer beaucoup la pollution environnementale, qui a récupéré cette chaleur pour alimenter l'entièreté de la ville avec un réseau de chaleur, ce qui permet, je crois, aux habitants de payer 150 € de chauffage par an. C'est extrêmement important. Ça amène d'autres contraintes, ça veut dire que quand l'usine ne tourne pas, il n'y a pas de chaleur. Mais ça amène une collaboration assez importante et j'en ai pas beaucoup parlé, mais la collaboration énergétique entre les entreprises est extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle l'autoconsommation collective qui existe. C'est-à-dire que si on ne peut pas installer des choses chez soi, peut-être que le voisin peut le faire et on peut peut-être discuter des sujets. Et surtout, produire localement, c'est aussi sécuriser. La sécurité énergétique, voilà, il y a 2 causes de guerre dans le monde, hein, si on enlève l'argent, c'est l'énergie et l'alimentation. Un manque d'énergie provoque des mouvements de population et un manque d'alimentation provoque aussi des mouvements de population. Et puis surtout, si on n'a pas d'énergie, ça veut dire qu'on n'a pas de travail, et si on n'a pas de travail, c'est assez problématique socialement. Voilà. D'autres points, je passe la parole à Cathy. Je vais parler la parole à Cathy. Merci à vous. Merci Cédric.
Donc moi, je suis là pour vous présenter les dispositifs d'accompagnement de la CCI, du coup, essentiellement en matière d'énergie, même si voilà, on a tout un programme d'accompagnement sur la transition écologique. Donc le premier accompagnement qu'on peut vous proposer, c'est la visite énergie. Donc la visite énergie, c'est fait pour dresser un bilan des consommations énergétiques. Souvent, ce qu'on constate, c'est que le chef d'entreprise, il connaît bien sa facture en euros, mais qui connaît un petit peu moins les consommations en kilowattheures et notamment les postes de consommation et savoir comment ces consommations se répartissent. Donc voilà, on va donner un éclairage sur la répartition des consommations. Ça se fait pour toute entreprise de tout secteur, toute taille. C'est gratuit car on a un cofinancement avec l'ADEME. Donc l'ADEME, je pense que tout le monde connaît, mais l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà, avec qui on a tout un accompagnement, tout un volet d'accompagnement qui sont cofinancés. Donc c'est le conseiller CCI qui se déplace dans l'entreprise, qui fait une visite des locaux, qui a un entretien avec le chef d'entreprise et qui remet un rapport, donc avec des préconisations pour réduire les consommations. Le prérequis, c'est d'avoir les factures d'énergie. Voilà, ça on ne peut pas faire d'analyse, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et qu'est-ce que ça permet? Du coup, c'est aussi de pouvoir vous situer en termes de tarifs. Parce que du coup, on voit quand même pas mal d'entreprises, donc on peut vous dire si vous êtes dans la moyenne du marché, si vous avez un tarif qui est un peu élevé, si le contrat est bien dimensionné. Souvent, on voit des puissances souscrites qui sont surdimensionnées parce que voilà, on a peur quand tout tourne de ne pas avoir suffisamment de puissance et puis au final on paye un abonnement qui est conséquent et du coup ça augmente le tarif. Mieux connaître les postes parce que souvent on connaît la consommation globale encore une fois mais on ne sait pas comment ça se décompose. Cédric le disait, sur l'air comprimé c'est souvent un poste qu'on néglige et puis une fuite c'est 300 € par an. Donc voilà, s'il y a plusieurs fuites dans l'entreprise en une année, ça fait quand même un petit budget intéressant. Ça vous permet aussi de vous repérer avec des indicateurs. On calcule systématiquement le pourcentage d'énergie par rapport au chiffre d'affaires. Donc ça aussi, nous on sait qu'en industrie, c'est à peu près 1 à 2%. Dans le tourisme, hôtellerie, restauration, ça peut atteindre 4%. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous situer par rapport à ça. Puis surtout de suivre ces indicateurs dans la durée pour savoir s'il n'y a pas de dérapage au niveau des consommations. On essaie aussi de relier ça à des indicateurs de production quand c'est possible. Valérie, tu avais une question? Oui, une remarque de Valérie du coup qui disait que ça peut être intéressant de calculer un indicateur de kilowattheure par rapport au CA pour bien vérifier que nos actions permettent de mesurer en fait les kilowattheures dont on a besoin pour produire un chiffre d'affaires, un certain chiffre d'affaires. Et puis, la dernière chose, donc avoir un plan d'action pour savoir aussi par où commencer, par où je commence sur l'énergie. Donc là, j'avais une petite vidéo, j'espère que ça va marcher, donc pour vous illustrer la prestation de visite énergie. Bonjour, je m'appelle Christophe Martin, je travaille pour le groupe BAP. Notre activité tourne autour de la palette et de l'emballage en bois. On en fabrique et on en recycle. Le tout en circuit court. Notre bois vient de forêts situées à moins de 50 km autour de l'entreprise et nos produits sont vendus localement à Oyonnax et dans ses environs. La question du développement durable est forcément au cœur de notre métier. Notre objectif, c'est revaloriser au maximum les matières premières que l'on consomme. Sur le plan de l'énergie, nous avons les mêmes objectifs. C'est pour ça que j'ai rencontré Jérôme il y a 5 ans. Je suis ingénieur conseil en maîtrise de l'énergie de la Chambre de commerce et l'industrie de l'art. J'ai tout de suite proposé à VAB une visite énergie. Cette prestation est totalement gratuite, car prise en charge par la CCI et l'ADEME. J'ai apporté mon regard extérieur d'expert, mon réseau d'entreprises compétentes, un accompagnement à la recherche d'aide financière. Jérôme nous a permis d'évaluer notre consommation énergétique et d'identifier les postes où nous pourrions faire des économies. Par exemple, nous sommes passés à l'éclairage LED pour l'ensemble d'un bâtiment. Notre investissement sera amorti en à peine 3 ans et demi, au lieu de 7 ans habituellement. C'est plus agréable et plus rentable. Si je devais résumer notre collaboration en un mot, ce serait accompagnement. Si je devais résumer notre collaboration en un mot, ce serait pragmatisme.
Voilà la petite vidéo. Tac. Donc ça, c'était pour la visite énergie. Pour les entreprises qui aimeraient avoir un regard plus global sur l'ensemble de leur flux, on a également le diagnostic écoflux, donc là qui permet d'identifier les gaspillages donc sur les matières premières, l'eau, les déchets et l'énergie. Donc là, par contre, en termes de cible, ça s'adresse plutôt à des entreprises de transformation, sinon c'est pas très intéressant. Et on intervient, nous, auprès des entreprises de moins de 20 salariés, sachant que pour les entreprises de plus de 20 salariés, c'est le même dispositif, mais qui est mené avec BPI France, et du coup des cabinets qui sont mandatés, et une prestation du coup qui n'est plus gratuite là pour le coup, mais qui est payante à hauteur de, je crois que ça démarre à 2 000 € maintenant. Pour ces entreprises de plus de 20. Donc c'est sûr, quand on a 18, on paye 0, quand on a 22, on paye 2 000 €. Donc là, c'est fait par contre par conseiller CCI. On a une visite sur site et un recueil des données, et pareil, un rendu avec des pistes d'amélioration. Le retour que j'ai sur cette prestation-là, c'est que souvent les entreprises sont sceptiques, c'est-à-dire qu'elles me disent « mais je suis curieuse que vous trouviez des économies chez nous ». Et puis au final, j'allais dire, on en trouve toujours. Le regard extérieur permet quand même voilà, d'avoir cette vision. La contrainte, c'est la collecte de données qui est un peu fastidieuse pour les entreprises, puisque voilà, on vous demande un maximum de données sur les quantités de matières premières commandées, les coûts, bon, les factures d'énergie, les factures d'eau et les factures de déchets. Pareil, donc le travail que je disais de vous comparer au marché, là, on le fait aussi sur le coût des déchets, le coût de collecte et d'enlèvement. Voilà, donc c'est une prestation qui est intéressante pour une démarche plus globale que l'énergie. On a aussi un nouvel outil qui va bientôt arriver, enfin qui est en cours de création, mais qui va être disponible. C'est la visite mobilité, donc pour dresser un bilan des déplacements de l'entreprise. Et pareil, toujours le même principe, hein, proposer des pistes d'amélioration. Donc là, ce sera ouvert à tout type d'entreprise, et toujours avec notre partenariat ADEME, donc sur le même type de fonctionnement. Et puis après, donc pour tous vos projets en fait en transition écologique, on a un accompagnement. Donc il y a 2 niveaux d'accompagnement. Le niveau 1, c'est l'accompagnement par votre conseiller CCI. Donc, après avoir réalisé un premier diagnostic, quel qu'il soit, ou avoir participé à une réunion, on peut vous accompagner sur votre projet. Donc là, c'est très large. Ça peut être, je veux installer des LED, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des prestataires, m'aider à comparer les devis. Enfin voilà, c'est très très large. Donc sur les sujets eau, énergie, déchets, économie circulaire, éco-conception, enfin voilà, ça peut être très large. Donc là, on a à peu près 1 jour pour accompagner l'entreprise. Si l'entreprise a un projet un peu plus costaud et qui nécessite une expertise extérieure, voilà, qu'on n'aurait pas nous au niveau CCI, on va pouvoir mobiliser un accompagnement de niveau 2 avec l'intervention d'un expert extérieur et bénéficier en fait grâce à notre convention avec l'ADEME d'un financement à 60% sur 2 à 5 jours d'experts. Donc là, c'est intéressant pour des entreprises de petite taille, voilà, qui veulent lancer un projet et qui ne rentrent pas forcément dans les cases des dispositifs financiers habituels parce que leur projet est trop petit. Donc là, voilà, on va pouvoir aider d'autres projets. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai terminé. Voilà, il y a 2 contacts à la CCI pour ces prestations. Bon, merci à tous. Merci à Cédric Poulet pour son intervention. Puis merci à tous de votre participation.